France 24, LCP, Public Sénat présente. Merci de nous rejoindre à Bruxelles, au Parlement européen, pour évoquer la question du trafic de drogue qui inonde l'Europe avec ce chiffre. 22 millions d'Européens, soit environ 8% des adultes, ont consommé en 2024 du cannabis, 4 millions de la cocaïne et 3 millions de l'ecstasy. Et ces chiffres sont amenés à augmenter. Je vous propose d'écouter le chef de la lutte antidrogue d'Europol. C'était en juin dernier, après la saisie de plus de 8 tonnes de cocaïne dans un port espagnol. Nous savons que la production mondiale de cocaïne monte en flèche en Amérique latine, principalement en Colombie, au Pérou et en Bolivie. Il s'agit d'une tendance lourde. De même, les saisies de cocaïne en Europe, en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique et dans d'autres ports secondaires n'ont jamais été aussi importantes. Alors, le trafic de drogue génère des dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires en Europe. Les États membres détiennent la compétence sur ce sujet de la drogue. Certains ont légalisé le cannabis dans l'espoir d'assécher ce marché illégal juteux. Le Luxembourg, Malte, l'Allemagne depuis 2024. Donc, quel impact sur le narcotrafic alors qu'on constate que la violence des gangs a augmenté considérablement ces dernières années? Pour en débattre aujourd'hui, deux eurodéputés. Mathieu Vallée, bonjour. Eurodéputé français, ancien commissaire de police qui a rejoint lors des dernières élections européennes donc le Rassemblement national en France, membre donc du groupe Les Patriotes pour l'Europe ici au Parlement européen. Vous êtes face aujourd'hui à Daniel Freund, bonjour. Eurodéputé allemand du groupe des Verts. On rappelait donc que l'Allemagne vient de choisir la légalisation du cannabis. Daniel Freund, est-ce que, comme le craint le président de l'Agence européenne sur les drogues, on pourrait voir se former à l'avenir en Europe des narco-États gangrénés par le trafic de drogue? On espère tous que non et on fait tout pour éviter ça. Et je pense pour éviter justement d'avoir des narcos-États, cette montée de violence et de la criminalité organisée, il faut d'un part les drogues qui ne sont pas dangereuses, comme le cannabis, les légaliser, les retirer de cette industrie en fait, de la drogue, mais en même temps une beaucoup meilleure coopération en Europe pour lutter contre la criminalité organisée, le trafic de drogue, mais de vraies drogues. Là, il faut y aller à fond avec l'état de droit, mais aussi avec les moyens à l'échelle européenne. On ne va pas y faire face avec 27 polices nationales ou même encore plus au niveau local. Ça, on ne va pas vraiment y arriver. En 2022, on disait Europol a démantelé un super cartel qui détenait un tiers du marché de la cocaïne en Europe. La lutte contre le trafic de drogue reste une compétence nationale et les réseaux de narcotrafiquants, on vient de le dire, vont au-delà des frontières de l'État. Donc du coup, vous êtes un parti qui est pour des approches nationales, mais on voit bien que là, on est obligé de traiter au niveau européen, non ? Vous savez, on est un parti responsable et pragmatique. On ne fait pas du dogme, on va dans l'intérêt des Français. Vous savez qu'aujourd'hui, Europol propose des équipes communes d'enquête. C'est des équipes d'enquêteurs de différents pays qui instruisent des dossiers sur l'autorité de magistrats, notamment sur la prostitution, sur le trafic des êtres humains, sur les trafics de stupéfiants. Et nous, c'est ça qu'on veut renforcer. L'extrême gauche que représente mon collègue allemand ici présent. Je ne suis pas l'extrême gauche. En tout cas, vous faites partie d'Alliance qui est contre l'augmentation des pouvoirs de l'agence Europol. Je vous donne un exemple. Depuis 2011, on a accord de Prüm 2 qui doit se concrétiser par des partages de registres de police, des partages d'informations, des partages d'empreintes génétiques et digitales, par une coopération plus forte que permettrait Europol aux agences de police nationales. Comme quoi, vous voyez, on est pour une coopération qui marche et pas une substitution qui ne marcherait pas. Et puis légaliser, pardon de le dire, cher monsieur, mais légaliser, c'est donner la clé de notre démocratie à ces cartels, à ces mafias. Moi, je suis désolé, mais vous regardez l'Italie, vous regardez les Pays-Bas, vous regardez ces pays qui ont eu la lâcheté de donner les clés aux cartels. Est-ce que demain, monsieur, vous voulez que les juges soient menacés, exécutés, que les gouvernements soient sous le couteau sur la gorge de narcotrafiquants? On va débattre de la légalisation. Mais je voudrais qu'on parle des moyens mis en œuvre par l'Union européenne, Daniel Freund. Est-ce que l'Europe, actuellement, en fait assez pour lutter contre le narcotrafic? Et est-ce que vous êtes pour une hausse des moyens de l'Union européenne et par exemple d'Europol sur ce sujet? Oui. Donc, premièrement, moi, je préfère en fait une police européenne plutôt qu'une coopération des polices nationales, parce que le crime
européen et on voit bien qu'à la fois la mafia, le terrorisme, mais aussi évidemment tout ce qui est autour de la drogue, les narcotrafiquants, c'est un phénomène au moins européen. C'est pas dans un seul État, ça traverse les frontières évidemment très facilement. Donc si on veut y faire face, il faut une police européenne avec des vraies compétences parce qu'on voit qu'à chaque fois en fait, qu'il y a coopération, il y a de l'information qui se perd, c'est pas bien fourni aux autres polices. Si déjà il y a une enquête dans un État membre, de travailler avec la police dans les autres États membres, il y a toujours des problèmes de coopération. Donc plutôt une police européenne qui fait face à ce phénomène plutôt que d'une multitude de petites polices mal équipées, mal financées au niveau national. Mais ne mettons pas, chers collègues, la charrue avant les bœufs. Aujourd'hui, on a des juges européens qui nous mettent à genoux face aux narcotrafiquants. Quand vous avez des jurisprudences qui obligent, par exemple, l'administration pénitentiaire, ceux qui gardent les détenus brillamment interpellés par les services de police et gendarmerie, que moi je salue, et dans lesquels on interdit les fouilles systématiques après les parloirs, donc on sait que c'est des véritables incubateurs d'objets prohibés, les portables, le stupéfiant, des armes blanches. Quand vous avez des juges européens qui interdisent aux policiers de faire de la géolocalisation en temps réel ou même des factures détaillées qui permettent d'établir des ramifications entre les réseaux criminels. Vous êtes contre le parquet européen, vous ne trouvez pas que c'est une avancée? Madame, on n'a pas les mêmes mêmes législations. On ne sait déjà pas se mettre d'accord sur armer nos policiers plutôt que désarmer les voyous. Oui, mais pas du tout. Pour le terrorisme, monsieur, je suis un pays qui, le 13 novembre 2015, a été 131 de nos compatriotes assassinés par des terroristes islamistes. Vous savez que les législations belges et françaises, par exemple, ne sont pas du tout pareilles et on doit les interpellations et la réussite uniquement qu'à la bonne volonté des policiers. Commençons déjà par réarmer nos policiers plutôt que de vouloir avoir des grandes idées. Chez nous, on a toujours des grandes idées, mais on a des petits faits mis en application. On vous propose un parquet européen et un Europol français. Et même, j'ai envie de dire, l'Observatoire européen des drogues et toxicomanie qui devient l'agence européenne sur les drogues et on peut peut-être penser que ça va... Je passe la parole en face. Vous parlez du parquet européen, mais vous savez que, par exemple, avant de faire un parquet européen, vous savez que l'Europe nous oblige de débrancher les caméras de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue des policiers et des gendarmes pour les personnes qui font l'objet d'une procédure judiciaire, ce qui enlève des policiers sur la publique et donc de lutter contre les narcotrafiquants et les points de deal en France. Daniel Freund, pardon, je suis concret, ancien policier, je parle en tout cas de ce qui impacte au quotidien nos compatriotes. Et justement, la réponse de Daniel Freund, vous disiez il faut mener cette guerre contre les narcotrafiquants dans le cadre de l'état de droit. Est-ce qu'il faut aussi peut-être faire évoluer cet état de droit au niveau européen pour être plus efficace? Si c'est à démanteler les droits fondamentaux, évidemment que non. Mais il faut avoir un état de droit qui fonctionne, où les procédures ne sont pas dans les cours pendant des années, il ne se passe rien parce qu'on n'a pas dédié suffisamment de moyens, on n'a pas bien équipé la police, on n'a pas bien équipé les cours pour faire leur travail. Mais il faut cette coopération européenne. Il n'y a aucune chance pour aucun État membre... J'ai dit que j'étais pour la coopération européenne. Vous dites pour une police européenne, c'est pas pareil. Après, vous bloquez toute forme de coopération, de financement de cette coopération, et vous bloquez aussi toute réponse européenne, parce que pour démanteler ces mafias, il s'agit aussi d'aller vers leurs fonds et de faire en sorte que le blanchiment d'argent, par exemple en Europe, est bien adressé. Ça se fait qu'au niveau européen, parce qu'on a un marché unique, on a des banques uniques dans l'Union européenne, sauf que vous bloquez toute législation qui nous permet de lutter contre ce blanchissement d'argent. Répéter un mensonge, ça ne fait pas une vérité. Pardon, mais par où rentre la drogue, chers collègues? Attendez, c'est important. Par où rentre la drogue? Par les ports. Par les frontières, pas uniquement par les ports, par les aéroports, par les gares maritimes. Surtout par les ports. On sait bien que c'est Anvers, Rotterdam, Algeciras, Marseille. Il y a aussi les GoFast. Pardon, mais je défends les intérêts de mon pays, de la France. Je suis très patriote et je suis fier de l'être. Frontex, monsieur, vous faites partie d'une coalition, pardon, que ce soit les Verts, que ce soit les socialistes, que ce soit The Left, l'extrême gauche, qui veulent faire de Frontex une agence d'accueil pour migrants et finalement complice des passeurs et des trafiquants d'êtres humains. Là, on est sur un autre tout à fait sujet. On est sur la même chose. Vous avez des filières criminelles qui viennent de l'étranger et qui acheminent par des GoFast, par les ports, je pense au Havre, je pense aussi à Anvers, de la matière stupéfiante, notamment de la cocaïne. Donc nous, on est pour faire de Frontex mais nous, on n'est pas pour mélanger le trafic d'êtres humains et le trafic de drogue. Voilà, c'est deux
deux sujets quand même différents. Non, c'est criminel. Dans le droit français, c'est exactement les mêmes relations avec le terrorisme. Donc, si vous voulez parler d'un sujet, soyons précis. Et donc, je suis très précise. pardon d'être un professionnel du métier que j'ai exercé et qui me semble n'a pas été le vôtre. Vous avez commencé à parler je dis simplement que Frontex doit protéger nos frontières qui aujourd'hui sont des passoires, les protéger contre les passeurs qui font de nos mers des cimetières à migrants. Mais il faut protéger la drogue qui arrive par les ports. Non, il fait partie d'une coalition qui veut faire de Frontex une agence. On parle de la drogue. Pour le renforcement de Frontex. Il a voté pour le renforcement de Frontex. Vous aussi, les gardes frontières. Il y a un enjeu aussi avec les pays producteurs. Daniel Freund, est-ce que l'Union européenne coopère assez avec les pays producteurs, avec les gouvernements de ces pays, notamment en Amérique du Sud, pour lutter à la racine du mal? Bon, la racine du mal, ce n'est pas seulement dans les pays producteurs, c'est aussi, il faut quand même aussi faire de la prévention de drogue, de la bonne éducation dans nos écoles pour qu'il n'y ait pas de consommation, mais aussi qu'il n'y a pas de recrutement des mafias qui recrutent des jeunes, parfois même des enfants, qui leur aident dans leur business. Dans tous ces domaines, évidemment, il faut faire de la prévention. Et une coopération avec les pays producteurs, évidemment, pour lutter contre tout ça. Alors, on a commencé à parler effectivement de légalisation du cannabis au 1er avril en Allemagne. Écoutons les arguments tout de suite du ministre de la Santé allemand en février dernier. Aujourd'hui, nous adoptons une loi très importante qui modifie fondamentalement notre politique de contrôle du cannabis. Nous poursuivons deux objectifs. Le premier est de lutter contre le marché noir. Le second objectif est d'améliorer la protection des enfants et des jeunes. Daniel Freund, quelles sont vos attentes avec cette légalisation du cannabis en Allemagne? Et est-ce que ça a déjà porté ses fruits concrètement en Allemagne? Bon, c'est tout juste que ça arrive d'entrer en vigueur. On a les premiers clubs d'agriculteurs cannabis, si vous voulez, maintenant, qui sont en train de se lancer. Donc, on est tout au début. Déjà, la légalisation dans le terme que la police ne poursuit plus ces anciennes lois, ça c'est déjà là et c'est bien qu'on n'occupe pas nos commissaires, nos institutions avec une drogue qui est beaucoup moins dangereuse que l'alcool, que la cigarette. On voit très clairement, toutes les études nous montrent, voilà, c'est moins dangereux que les deux autres. Les deux autres, on permet aux gens de consommer. Donc, pourquoi pas pour le cannabis? Moi, je suis très pour la légalisation. Donc, c'est bien maintenant que ça arrive. Il faut regarder de très près comment ça marche. Et ce qu'on a vu aussi dans les Pays-Bas, dans d'autres pays, c'est que décriminalisation, mais pas de permettre aussi de faire l'agriculture du cannabis, ça amène la violence et plein de problèmes derrière. Parce qu'on continue à se fournir avec les réseaux illégaux, en fait, aux Pays-Bas. Alors, regardons cette carte réalisée par nos confrères du site d'information Toute l'Europe, qui est très parlante. Il y a légalisation de la consommation de cannabis dans 3 pays et dépénalisation dans 8 autres. Et alors, Mathieu Vallée, on va évoquer aussi le cas du Canada qui a légalisé cette consommation et la production de cannabis en 2018. 6 ans plus tard, le marché noir ne représente plus que 30% des ventes de cannabis. Ça fait quand même baisser le trafic et les narcotrafiquants. Non, mais comparaison n'est pas raison. On n'a pas la même histoire et le même fonctionnement que le Canada. Moi, je remarque que dans les pays où ça légalise, d'abord, vous prenez le tabac, ça n'empêche pas le trafic de contrebande de cigarettes. J'ai travaillé à Barbès, dans le 18e arrondissement à Paris. Je peux vous dire que c'est un fléau. Pareil à Marseille, pareil à Lille, pareil à Lyon. On a de la criminalité qui est toujours aussi forte. Non, ça baisse pas, madame. Quand vous habitez, vous habitez peut-être pas dans ces quartiers. Moi, j'y ai habité. Moi, les 30%, ça me parle pas, les chiffres. Par contre, les gens qui, tous les jours en bas, voient des trafiquants de drogue, qui resteront malgré l'agression. Vous croyez que des gens aujourd'hui qui payent pas d'impôts, qui payent pas d'URSSAF, c'est ce qui permet aujourd'hui de recouvrir notamment les cotisations sociales, qui n'ont pas les mêmes règles environnementales et sociétales que des entreprises qu'on légaliserait, vous croyez qu'ils vont se mettre au goût de la page de l'État et des institutions sociales pour pouvoir avoir des obligations aujourd'hui qu'ils n'ont pas et faire baisser leur profit? En tout cas, ça coupe l'herbe sous le pied. Le but, c'est de couper l'herbe sous le pied. Je ne sais pas si vous êtes favorable ou pas. Je vous donne en tout cas ma position. Ça coupe pas l'herbe sous le pied. Je vous dis simplement que dans les pays, vous le dites pas, où il y a eu légalisation, vous avez les narcotrafiquants, les cartels, les mafias, comme au Brésil par exemple ou comme en Colombie, qui mettent le couteau sous la gorge à nos gouvernants, qui mettent des contrats exécutés sur des magistrats et des hauts fonctionnaires de police. Donc pour une réussite, pardon, mais quand il y a des morts, j'ai pas l'impression que c'est une grande réussite. Oui, parce que c'est vrai que votre parti veut en plus de courtes peines de prison pour les consommateurs de drogue. Est-ce que c'est pas prendre le problème à l'envers? C'est-à-dire qu'on est parti sur l'idée
persuadé que les consommateurs de drogue sont des Je criminels. vais très vite, vous prenez le Canada qui n'est pas dans l'Europe, moi je vais prendre les pays nordiques comme la Norvège, le Danemark ou la Suède. Vous avez ces pays qui font des courtes peines, vous savez que la réponse pénale, elle est des 3/4 satisfaisante parce qu'au lieu de promettre Mettre les aux gens en prison, qui ça va font- les empêcher de Oui, droguer. mettre les gens en prison, ça permet aux gens qui payent des impôts et qui sont réglo avec la loi de pouvoir vivre paisiblement. C'est peut-être pas votre cas parce que vous n'êtes peut-être pas dans des quartiers où la délinquance sévit. Moi en tout cas, quand j'avais un dealer en bas de chez moi et un consommateur en moins, ça me donnait de l'air en plus Daniel et j'avais Freund. pas l'impression de payer des impôts pour rien. Et pardon monsieur, mais vous le dites pas, quel est le premier producteur au monde du cannabis dans le monde? Le Maroc. Voilà, c'est le Maroc. Eh ben, je ne sais pas pourquoi vous ne le proposez pas, mais nous, non seulement on veut que la France, aussi l'Union européenne, dit au roi du Maroc qu'il garde sa production de cannabis légale dans son pays. Justement, ça, S'il c'était veut la question que de la ses coopération. consommateurs soient des Alors, zombies, Daniel Freund, tant avançons. mieux. Mais vous, vous en parlez pas. Moi, je veux protéger les jeunes de cette consommation qui Daniel, détruit leur la cerveau, réponse, ouais. qui détruit leur relation La réponse sociale. de Daniel Freund, car la position est plutôt inverse en France avec le gouvernement français qui, lui, veut davantage pénaliser le consommateur en disant chaque joint a le goût du sang. Est-ce qu'il faut aussi responsabiliser le consommateur? Oui, et moi je ne comprends pas la logique si on permet aux gens de boire de l'alcool, de fumer des cigarettes, de ne pas leur permettre de fumer ou de consommer le cannabis, parce que c'est moins dangereux. Après, on est des adultes responsables, et moi je pense qu'il faut après créer et forcer un marché légal qui paye les impôts, qui est sûr et qui respecte les Et règles peut-être considérer aussi que phytosanitaires. le consommateur a un problème d'addiction et que c'est un problème de santé publique. Oui, mais on voit, bon, l'addiction au cannabis, ça existe. Non, mais c'est pour les assez autres rare, drogues, quand même. si on pense à l'héroïne et la cocaïne, est-ce que justement on a eu des grandes politiques de santé publique pour le Covid, etc. Est-ce qu'on peut mettre comme ce problème de santé publique qui est l'addiction à d'autres drogues au centre du jeu européen? Moi, je pense que c'est à traiter plutôt comme une maladie que de la criminalisation. On a vu dans tous les pays où on fait la guerre à la drogue, ça ne marche pas. Tant que les gens veulent consommer, ils vont consommer. Donc plutôt consommer légalement, contrôlé par le gouvernement, que de laisser ça aux mafias. Et donc, quelle lâcheté face aux mafias qui veulent mettre sous omerta nos démocraties. Mais Madame Hidalgo, la maire de Paris, qui est de la Et coalition de monsieur, si on elle essaie a de mis des mettre salles tout de le shoot monde qui ont pas, prison je vous ai pas coupé, qui boit de monsieur. l'alcool. Elle a mis des salles C'est de la fin de ce shoot débat. en place qui n'ont absolument pas fonctionné. La délinquance n'a pas baissé, la consommation non plus. alors- C'est la fin de ce Brillante débat. réussite des Verts Oui, et de ça- sa coalition Merci, à Paris. merci à tous les deux d'avoir débattu de ce grave problème du trafic de drogue. Merci à vous d'avoir été en notre compagnie. Restez bien sûr sur nos antennes où l'actualité continue.